Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après le Guatemala, ses volcans somptueux et la nature exceptionnelle, j'ai quitté le pays pour faire un reportage sur un sujet un peu particulier. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question d'où venait la matière première des cosmétiques qu'on utilisait, mais surtout des parfums. Eh bien, j'ai eu l'occasion de me rendre dans 2 endroits du globe où on produit la matière première de ces produits de beauté. Pendant près de 2 semaines, j'ai pu partager le quotidien des populations locales qui, depuis des décennies, vont sur le terrain pour récolter les matières premières de tous ces produits. Et d'ailleurs, on commence directement au Honduras, dans un petit village qui se nomme Coronado, où on trouve, dans les montagnes qui bordent ce village, des arbres appelés liquidambar. Et ce qui intéresse la population de ce petit village, c'est la résine qu'on retrouve dans le liquidambar qui va permettre de créer une base pour les parfums. Hello, moi c'est Harold. Après 5 ans à étudier les forêts, j'ai décidé de vivre une aventure que je pourrai jamais oublier. Je suis parti explorer les forêts du monde. L'objectif est de découvrir ensemble des paysages incroyables et d'en apprendre plus sur cette nature toujours aussi fascinante. Alors abonne-toi et c'est parti. Là on est parti pour la récolte du liquidambar et il y a environ 3 heures de marche pour atteindre le sommet de la montagne, là où on peut trouver les premiers arbres. Et la pente est assez raide. Il faut vous imaginer qu'il y a environ 2 arbres à l'hectare et donc pour les trouver c'est à chaque fois des distances colossales. Mais c'est clairement le quotidien de ces personnes-là qui y vont une première fois pour faire l'incision et puis qui reviennent pour récolter la sève. Et à côté de ces liquidambar, on a une jungle assez dense avec plein d'autres essences d'arbres. En plus de ça, il faut imaginer qu'avec eux, ils transportent des kilos et des kilos de matériel, notamment une hache et une machette avec des sacs sur le dos, etc. pour pouvoir récolter le liquidambar. Et donc, ce qui rend encore la tâche moins facile. Estamos matando el árbol hasta más arriba, tenemos que dejarle vida al árbol porque no se secan. Nosotros necesitamos cuidar estos árboles. Otro árbol. ¿Quién tiene que quedar aquí?
dans le passé, le liquide ambar était récolté entièrement et coupait l'arbre et récoltait la résine en une fois. Donc certes, ils avaient une grosse quantité, mais après c'était une perte pour la forêt parce qu'il n'y avait tout simplement plus d'arbres à cet endroit-là. Alors que maintenant, des entailles sont taillées dans l'arbre de manière très précise. La taille de l'entaille, la position, l'inclinaison pour faire l'entaille, tout ça a énormément d'importance. D'ailleurs, vous pouvez vous demander, et de manière légitime, mais finalement, est-ce que l'arbre ne va pas mourir avec toutes les entailles qu'on lui fait? Et la réponse est non. Dans un arbre, on a des tissus conducteurs, on a le xylème secondaire qui se trouve plus au centre de l'arbre qui transporte la sève brute, une sève essentiellement constituée d'eau qui va des racines jusqu'aux feuilles. Ensuite, on a le phloème secondaire qui transporte la sève élaborée, donc c'est une sève plus riche en sucre qui va des feuilles jusqu'aux racines. Et entre les deux, on a le cambium. Quand ils font leurs entailles, le cambium et le phloème sont enlevés. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est laisser des lignes de vie. Donc, c'est des endroits où le phloème et le cambium sont totalement intacts. Et alors, la sève élaborée peut encore circuler dans l'arbre et fournir aux différents éléments de l'arbre les sucres nécessaires à la survie entière de l'arbre. Puis pour eux, c'est super important que l'arbre reste en vie, puisque c'est tout simplement leur gagne-pain. Et à côté du liquide ambar, on peut voir également qu'il y a plein d'autres essences. Et donc le prochain liquide ambar, il est vraiment pas à côté. On va devoir encore marcher quelques temps pour aller récolter encore quelques centilitres, voire millilitres de sève. Et quand je discute avec les producteurs de la conservation de la flore aux alentours, ils me disent que c'est super important pour eux d'essayer de la conserver au maximum et de ne pas aller couper n'importe quoi, puisque la forêt attire l'eau et le liquide ambar, pour avoir de la sève, a besoin d'énormément d'eau. Et donc c'est important pour eux que la forêt aux alentours, bien que ce soit totalement d'autres essences d'arbres, soit conservée. Donc une fois qu'on a été récolter la sève de liquide ambar dans la jungle, on vient ici pour filtrer le liquide directement. Donc c'est un filtre qui fonctionne en deux parties. La première partie sert vraiment à enlever les grosses feuilles qu'on peut retrouver partout en forêt, et le deuxième filtre va servir à enlever les plus petites particules, les petites particules de terre. Et puis après on va le récolter dans un seau et il sera prêt à être vendu. Et comme on est toujours beaucoup plus efficace en groupe qu'en solo sur du long terme, les villageois ont décidé de s'associer en une coopérative qui leur sert notamment à vendre la sève du liquide ambar, mais aussi à construire des bureaux, des écoles ou tout type d'espace qui va leur permettre d'améliorer leur confort de vie. La Asociación de Apaneo es una asociación de productores agroforestales del noreste de Olancho. Es de vista de 30 socios activos y 40 que están por haber. Y es un rubro donde se benefician alrededor de unas 500 personas. El 85% de la comunidad Coronado vive del rubro del liquid ámbar. Nosotros estamos vendiendo alrededor de 1 millón de lempiras al año. Et si en forêt, autour des liquides ambar, on peut voir qu'il y a une grande diversité entre les essences. Derrière moi, c'est vraiment pas le cas. On peut voir que l'agriculture prend énormément de place et beaucoup de place sur la forêt. Et donc ça fait vraiment partie des grands enjeux autour de la récolte du liquide ambar. Meluxia, c'est une entreprise qui est basée en Amérique centrale, plus spécialement Guatemala, Salvador, Honduras, Panama et aussi en Amérique du Sud, au Paraguay, qui est fournisseur de matières premières pour l'industrie de la parfumerie, aromathérapie, épices et thé. On est en contact direct avec les producteurs et on va vraiment chercher les ingrédients à la source. Ce qu'on fait avec les producteurs, c'est qu'on fait beaucoup de réunions de conscientisation. On parle de la déforestation. Nous, on est vraiment contre ça. On essaye d'implémenter des projets de reforestation. On essaye qu'ils soient de moins en moins dépendants aux engrais chimiques. On leur apprend à faire des recettes qu'ils pourraient utiliser pour enrichir leur sol, ou alors pour faire un insecticide ou un fongicide maison. Ça permet que ce soit plus sûr pour leur santé, plus sûr pour les sols, et aussi que les sols s'appauvrissent d'une moindre manière. Et en faisant des apports nutritionnels au sol, ça permet qu'ils n'aient pas besoin d'aller déforester et d'avancer dans la frontière agricole.
À présent, je me trouve dans les forêts du Salvador à côté d'un petit village qui s'appelle San Julián et ici c'est un tout autre arbre qui intéresse les populations locales, c'est le baume du Pérou et il le récolte également pour sa résine mais d'une manière totalement différente. Donc là on vient de se lever, il doit être 5h, 5h30 du matin et on va partir directement pour la récolte. Alliant feu et patience, la récolte du baume du Pérou se déroule sur un cycle d'environ 70 jours et c'est un processus assez technique qui demande un grand savoir-faire. Avant d'aller brûler les baumes du Pérou dans le bois, il faut fabriquer les torches qui sont elles aussi fabriquées en baume du Pérou et ce de manière artisanale. Donc la première étape consiste à couper le bois et à le fendre en petites parties pour pouvoir les assembler et fabriquer une torche qui va durer longtemps pour pouvoir brûler l'arbre de manière correcte. Ce bois est super dur et super compliqué à couper, c'est autre chose qu'en Belgique. Me voy a subir a este árbol, a calentarlo. Y ya después de calentado, tengo que esperar 15 días para que brote el bálsamo. A los 15 días de que ya brota, que uno ya mira que está como colorado el golpe, ya se le pega el pañal. De allí, de pegado el pañal, se tiene que esperar 22 días para bajar el trapo que está mojado, ya para que salga el líquido. Miren cómo lo cuesta, Je vais me prêter au jeu et je vais essayer de monter sur l'arbre pour voir à quel point c'est difficile de le faire. Ay, ay, ay. ¡Qué choya! ¡Ay, qué choya! No, dale bien, me va a topar. Ah, c'est... Con el otro. Ay, ay, sí, ay. Ay, dale. Que no suba mucho el pie, ¿no? Ya vaya. C'est super difficile. Ils mettent leurs pieds sur des petits espaces de l'arbre, mais moi j'y arrive pas du tout. Et je vais encore un peu m'entraîner. Là on se trouve exactement 15 jours après avoir mis le feu sur l'arbre. Et cette étape consiste à mettre un bout de tissu sur la petite fenêtre qui a été dessinée. Et ce tissu va vraiment absorber toute la résine. Et puis 22 jours après, on va venir récolter ce bout de tissu qui sera du coup rempli de résine de baume du Pérou. Et également, comme au Honduras, ici, eh bien, on va vraiment faire une incision sur une partie de l'arbre. Donc c'est des fenêtres sur une dimension bien définie en longueur et en largeur. Et cette fenêtre ne doit pas être trop large pour permettre à l'arbre de pouvoir cicatriser par la suite.
alors au Honduras, si on pouvait voir une forêt quand même assez diversifiée à côté des liquidambar, ici on peut voir que c'est quand même vraiment pas le cas. Il y a énormément de baumes du Pérou et très peu de régénération d'autres essences. Donc il y a de la régénération de baumes du Pérou, mais très peu d'autres essences. J'ai pu voir quelques parcelles avec d'autres arbres qui étaient en train de pousser, mais ça reste très mineur. Il y en a également en montagne, mais ici, en bas, on peut voir qu'il y a très peu de diversité. Et en fait, ça représente un risque, parce que si jamais il y a une maladie, un insecte qui vient à ravager tous les arbres, et bien tout simplement, il n'y a plus de forêt. Et également, ici au Salvador, il y a un vent qui est très fort, qu'on appelle le norte, et qui vient affaiblir les arbres. Donc les arbres qui sont très peu enracinés déjà en forêt tropicale vont souvent tomber, et du coup avec ce vent ça va accroître ce phénomène. Une fois que les draps qui sont sur les arbres se sont bien imprégnés de résine, c'est ici qu'on vient. Donc c'est un tout petit peu plus technique que pour le liquidambar où il suffisait simplement de filtrer. Ici on va prendre les draps et les mettre dans un espèce de panier, et puis ce panier va être torsadé sur lui-même grâce à un système de poulie qui va venir enrouler un câble autour d'un bois et qui va permettre vraiment d'extraire tout le liquide, toute la résine dans les vêtements. La dernière étape consiste à purifier la résine avant la vente, pour passer de ça à ça. Comme vous avez pu le comprendre, la manière de récolter la résine, aussi bien au Honduras qu'au Salvador, est extrêmement dure et pénible, et surtout physiquement. C'est pourquoi il est super important de garantir aux producteurs de matières premières un revenu décent par rapport à leur charge de travail. Entre nous, je trouve que le revenu n'est même pas encore suffisant vu la pénibilité et la charge du travail que les producteurs doivent fournir, mais c'est déjà beaucoup mieux que dans le passé. Ces améliorations par rapport au passé sont notamment dues à des systèmes de certification qui garantissent une transparence, un suivi et un revenu équitable et stable aux producteurs toute l'année. On travaille avec des certifications, notamment la certification Fairwild, et cette certification en particulier est très axée sur la conservation de la biodiversité, la conservation de l'environnement, le respect des acteurs, assurer une bonne traçabilité, qu'il n'y ait pas de contamination qu'on appelle croisée, donc avec d'autres produits chimiques, et surtout que les travailleurs aient des bonnes conditions de vie et de travail. Qu'est-ce que ça a permis pour les producteurs, pour les recollecteurs, comme on les appelle? Donc c'est une stabilité des prix et c'est aussi une sécurité du marché, car maintenant ils savent que le baume qu'ils vont aller récolter, ils vont pouvoir le vendre à un prix plus ou moins fixe. Et c'est pas comme les années auparavant où une semaine il était à 3 $ et l'autre semaine il était à 7 $. Donc là ils n'avaient vraiment pas de visibilité pour le revenu. Derrière nos produits du quotidien, il y a souvent des mains d'hommes et de femmes qui tous les jours s'acharnent pour fournir un travail de qualité qui n'est souvent pas évident. Il me semblait important de les mettre en lumière pour comprendre leur réalité et méditer sur la difficulté que représente leur boulot de tous les jours. Certes, il y a beaucoup de progrès grâce à des certifications et des acheteurs proches du terrain, mais il ne faut pas baisser la garde et pousser les processus encore plus loin pour assurer stabilité et durabilité.